Il y a bientôt 40 ans, le 1er mai 1963, toutes les compagnies d'électricité du Québec étaient achetées par le gouvernement de Jean Lesage au cours d'une vaste opération financière qu'on a appelée à l'époque la nationalisation de l'électricité. D'un jour à l'autre, Hydro-Québec devenait une des plus grosses entreprises au monde dans le secteur de l'énergie. Hydro allait servir de fer de lance au développement économique de la province et à la promotion du génie québécois. Pierre Duchesne et Christine Gautrin ont retracé l'histoire de ce qui a été un des temps forts de la Révolution tranquille, en rencontrant les principaux artisans encore vivants de la nationalisation de l'électricité. Une opération qui avait nécessité à l'époque le plus gros emprunt jamais réalisé par des étrangers aux États-Unis. C'est un système qui est mauvais. Il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province. Il est inutilement coûteux, il est inefficace. En novembre 1962, un ancien journaliste devenu politicien reprend le micro et s'accrait en faveur d'une importante réforme. Déjà faite, c'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité. Ministre dans le gouvernement libéral de Jean Lesage depuis juin 1960, René Lévesque s'attaque très tôt au cartel de l'électricité. Son combat l'oppose à 11 compagnies privées, dont la plus puissante, la Shawinigan Water and Power, alliée au monde de la finance, règne en maître absolu sur une grande partie du Québec. La puissance actuelle de nos installations locales représente environ 20 % de la puissance totale du réseau. Lévesque mène l'attaque. Lévesque, non seulement il n'a pas peur de l'argent, mais il n'est pas impressionné par l'argent plus qu'il faut. C'est le prototype de ceux dont on dit, quand on les voit dans l'histoire, que c'est la preuve que les idées mènent le monde. Pour lui, les idées, c'est très important. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui n'en ont pas. Alors, il faut utiliser l'État pour protéger ceux qui n'en ont pas à l'égard de ceux qui en ont. En 1962, Hydro-Québec ne dessert que l'île de Montréal. Le reste du Québec est alimenté par des compagnies privées d'électricité. En région, les tarifs sont élevés et le service à la clientèle est souvent déficient. René Lévesque, le Gaspésien, n'apprécie pas. Alors ça, c'est en gros le tableau du système de fou qu'on a actuellement pour notre première richesse. Des régions paralysées, sous-développées. L'industrie hydroélectrique au Québec a mis en place depuis 50 ans un système de tarification qui favorise la grande entreprise. Les tarifs sont bas pour les investisseurs étrangers, mais élevés pour la population et les commerçants. Résultat, on freine l'entrepreneurship local et encourage une main-d'œuvre à bon marché, comme le révèle une étude savante de l'Université Harvard. La conclusion de cet ouvrage est d'ailleurs dévastatrice. L'industrie hydroélectrique au Québec n'a pas su favoriser le développement économique dans la province. Devant la puissance des entreprises hydroélectriques, Jean Lesage hésite. Lévesque doit donc convaincre son premier ministre et neutraliser le président d'Hydro-Québec, Jean-Claude Lessard, qui s'oppose à l'idée même de la nationalisation. Pour ce faire, René Lévesque place 2 de ses hommes à la direction d'Hydro-Québec. D'abord, Jean-Paul Gignac, jeune et prospère entrepreneur de Shawinigan, et Georges Gauvreau, meneur de bataille en faveur du développement économique en Gaspésie. L'un était assez extraverti, assez brutal dans ses interventions quand il le fallait. Gignac. Alors, Gignac. Et le notaire, lui, était tout en nuance, tout en douceur. Mais les deux avaient exactement le même genre de détermination puis le même genre d'objectif. Ça faisait une paire redoutable. Quand Jean-Paul Gignac se présente à la première réunion de la Commission hydroélectrique du Québec, bien que la société ait été nationalisée en 1944, il s'aperçoit à sa grande surprise que personne ne parle français. Ça parle en anglais. Tous les rapports, presque tous les rapports étaient faits en anglais. Pour le président d'Hydro-Québec, Jean-Claude Lessard, les procès-verbaux doivent être obligatoirement rédigés en anglais pour pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Quand ils m'ont dit qu'il parlait des minutes, qu'il ne pouvait pas emprunter d'argent si les minutes n'étaient pas en anglais, j'ai dit un instant, j'ai dit on va aller vérifier ça. Je suis parti, je suis allé dans mon bureau, j'ai appelé Roland Giroux, que je connaissais, qui travaillait pour Beaubien. L'évêque Beaubien. Je dis Roland, je raconte ça. Il dit c'est de la bullshit.
si les Chinois vont emprunter aux États-Unis, les Chinois, ils vont parler en chinois. Je peux t'assurer de ça. Puis ils vont avoir... Les hommes de l'évêque agissent en véritables chevaliers de la francisation. Mais Gignac et Gauvreau ne s'arrêtent pas là. Alors que les compagnies d'électricité, y compris Hydro-Québec, achètent des biens et services qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars, les entreprises québécoises sont la plupart du temps ignorées. Certaines, comme la Gatineau, qui a plutôt le cœur en Ontario, la Shawinigan, qui l'a un peu partout dans le monde. Les nouveaux gestionnaires décident d'encourager les entreprises d'ici. Je crois que l'Hydro-Québec, à titre d'entreprise de chez nous, doit sûrement développer une politique d'achat chez nous, c'est-à-dire d'achat dans la province de Québec. Bientôt, il faudra nationaliser les autres compagnies. Mais avant, les émissaires de l'évêque doivent présenter une image irréprochable de la société d'État et se montrer incorruptibles. Jean-Paul Gignac se souvient de celui qui lui offre le premier pot de vin. Il met la main dans sa poche, puis il sort une enveloppe, puis il met ça sur la table. Il y avait de l'argent dedans, je ne sais pas combien. Je l'ai pris par le collet, puis j'ai dit « Ouvre la porte ou je te passe à travers. » Je t'afforde dans ce temps. Ça a réglé le problème des pots de vin. Ça a fait le tour de l'hydro, évidemment. Ces coups d'éclat le rendent célèbre au point d'être invité à la populaire émission Les Couche-Tard de Radio-Canada. Mais il reste tout de même que j'ai encore, je dirais pas mauvais caractère, mais disons un caractère peut-être un peu violent. Et puis ça se manifeste de différentes façons, peut-être dans des discussions passionnées ou enfin sur le dos de quelques infortunés. Pendant ce temps, dans son ministère, René Lévesque fait appel à Michel Bélanger et André Marié. Véritables machines pensantes, ils vont bâtir toute l'argumentation en faveur de l'achat des compagnies d'électricité. Mais pour financer cette opération, il faut beaucoup d'argent. Et pour trouver les sommes nécessaires, le gouvernement du Québec doit obligatoirement passer par un groupe que l'on surnomme le syndicat financier. Ce monopole tout-puissant, composé de banquiers et de maisons de courtage, achète tous les titres du Québec et les revend. Il est dirigé par la société A.E. Ames & Co., une maison de courtage si puissante qu'elle n'hésite pas à menacer le gouvernement de ne pouvoir vendre ses titres quand des réformes ne lui plaisent pas. Face à un monopole, le monopole prend sur les décisions de ce gouvernement une importance saisissante. Et moi, j'ai vu des périodes où je travaillais à Québec, où je me demandais, là, véritablement, où est le vrai pouvoir? Est-ce que c'est le gouvernement qui l'a? Bien, c'est le syndicat. À la tête du syndicat financier figure Douglas Chapman de la maison Ames. Il était l'autorité absolue. M. Chapman mesurait, comme je dit tantôt, à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3. Lorsqu'il prenait l'ascenseur à la bâtisse où nous étions, ici sur la rue Dorchester, il rentrait, se tournait tranquillement, il n'y a plus personne qui embarquait dans l'ascenseur. Il était craint par tout le monde. Traditionnellement, Montréal est le centre financier et il est dirigé par des anglophones. Il n'y a pas de francophones là-dedans. Sur la Saint James Street, et puis ils se réunissent le midi au Saint James Club. On n'est pas dans le coup. On est, comme communauté francophone, on n'est absolument pas dans le coup. Nous autres, on regarde ça comme une vache regarde passer le train. Ames et Chapman, qui le dirigent, sont un des centres de cet establishment. Un autre centre de l'establishment anglophone, c'est la Shawinigan Water and Power, qui s'est rendue célèbre dans nos milieux à une certaine époque en disant que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas embaucher d'ingénieurs francophones, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de compétents. Comme ça. Et quand Fuller, qui est président, si je me souviens bien, de la Shawinigan Water and Power, quand Fuller va être menacé de nationalisation, mais Chapman se précipite au secours de son ami. La Shawinigan Water and Power Company est la plus puissante des compagnies d'électricité. Elle mène une vigoureuse cabale contre l'idée de René Lévesque. Certains vont même jusqu'à le comparer à Fidel Castro. On a fait une campagne presque assez systématique qui faussait les faits et qui essayait de mettre le mot socialiste comme un épouvantail et puis qui essayait d'apeurer la population. S'attaquer à cet empire, c'est s'en prendre à tout un establishment, le même qui finance le Parti libéral. Tout cela inquiète donc Jean Lesage. Pour contrecarrer cette campagne de la Shawinigan, René Lévesque fait appel à un jeune économiste pour estimer combien il en coûtera pour acheter les compagnies privées. Le jeune homme s'appelle Jacques Parizeau. Professeur à l'École des hautes études commerciales. Ça va permettre enfin de mettre un prix
à tous ceux qui disent « Vous ne pouvez pas l'ambulancier dans une aventure pareille, c'est l'aventure, vous ne savez pas où vous amener. » On disait « Oui, voilà. Ça va coûter à peu près tant. » Et là, il faut trouver cet argent-là. À la fin de l'été 62, Jean Lesage prend finalement sa décision lors d'une importante réunion de son Conseil des ministres au lac à l'épaule. Il déclenche des élections. Et je dirais qu'un vote pour mes candidats, pour les candidats du Parti libéral, c'est un vote pour la nationalisation. La campagne électorale a conduit les chefs des deux partis aux quatre coins de la province. Tout comme son adversaire, M. Lesage a serré des milliers de mains au cours du dernier mois, reçu de nombreux hommages et aussi de multiples confidences. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision canadienne, les chefs de partis politiques engagés dans une lutte électorale ont accepté de venir en présence l'un de l'autre exposer au public leurs politiques respectives. Lesage, à un moment donné, puisque la conversation est à nouveau, combien ça va coûter, est-ce qu'on va être capable? Lesage brandit un cahier noir en disant « Je sais combien ça va coûter, j'ai fait faire des études, voici ce que ça va exiger. » Je suis prêt à me battre pour ce chiffre de 600 millions de dollars qui est celui qui a été calculé par les experts après des études approfondies au ministère des Richesses naturelles. Et celui-ci est un long rapport d'économistes réputés du Québec, également au Conseil d'orientation économique. Il brandit ça et leur pose sur la table devant Johnson un peu démonté, parce que, encore une fois, tous ces chiffres-là étaient restés secrets jusque-là. Et c'est votre document, ça? C'est ça. Oui, c'est le document qu'on avait préparé. Le 14 novembre, l'équipe libérale de Jean Lesage gagne les élections. Nous allons ouvrir les portes sur l'avenir économique du Québec avec cette clé que vous nous avez confiée, celle de la nationalisation de l'électricité. Si à Québec, l'atmosphère est à la fête, dans les bureaux de la Shawinigan Water and Power Company, on est loin de triompher. Il y a un mot qui s'applique, grand deuil. Il y avait beaucoup de tristesse de la part des employés. Les gens avaient l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important dans leur vie. Il y en a plusieurs qui pensaient ou qui se trouvaient face au néant. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Venu de la Nouvelle-Écosse, Joseph McNally est alors un jeune ingénieur récemment embauché par la Shawinigan. On était fiers de travailler pour le Shawinigan. C'est une entreprise qui a été fondamentalement paternaliste, alors il y avait un esprit familial. Après la pause, comment s'est négocié l'emprunt nécessaire à la nationalisation? Malgré l'éclatante victoire du Parti libéral le 14 novembre 1962, le Québec n'a toujours pas les millions pour acheter les compagnies d'électricité. Le 21 novembre, une semaine après le scrutin, dans le plus grand secret, Jacques Parizeau, Roland Giroux de la maison de courtage LG Beaubien, Michel Bélanger, conseiller économique de René Lévesque, se rendent aux États-Unis pour emprunter l'argent. Le trio espère ainsi court-circuiter le syndicat financier qui bloque tout. Jacques Parizeau n'a alors que 32 ans. Et on va s'amener chez Halsey Stewart, qui est un courtier de New York, mais qui est dans un gratte-ciel. C'est très impressionnant la première fois que vous touchez à des sommes pareilles dans un gratte-ciel de je ne sais pas combien d'étages. Roland Giroux retrouve ses vieux copains, explique ce dont il s'agit et dit « Maintenant, Parizeau va tout vous expliquer ça. » Moi, c'est la première fois de ma vie que je change une histoire pareille, puis j'essaye, étant donné qu'on était tellement traités de socialistes au Québec, j'essaye d'expliquer que non, on n'est pas socialiste, on n'est pas anti-ceci, mais c'est normal, ce serait intéressant, avantageux pour nous autres de procéder à la nationalisation de compagnie d'électricité. Puis au bout de 10 minutes, quelqu'un sourit et me dit « Dis donc, vous n'êtes pas exactement prématuré, l'Ontario a fait ça en 1907. » Fin de la discussion.
On s'est retrouvés au total, je crois, 20 minutes, une demi-heure plus tard, de recevoir la promesse de pouvoir emprunter un peu au-delà de 300 millions de dollars en une demi-heure. 300 millions, c'était de l'argent à cette époque-là, de son part de 1962. Ameuté par une telle démarche et risquant de perdre d'importantes commissions, le syndicat financier de la St. James Street, Ames & Co., se décide finalement à collaborer et avance l'argent nécessaire. Alors, on a pris l'argent du syndicat. Ça, c'est la concurrence. C'est beau, la concurrence. C'est tellement beau, la concurrence. L'Hydro-Québec vient de prendre des mesures très importantes. Le 3 mai 1963, alors que les actions des compagnies privées ont finalement toutes été achetées, Jean-Claude Lessard, président de la nouvelle Hydro-Québec, présente aux journalistes les 7 nouveaux candidats qui remplacent les présidents anglophones des compagnies nationalisées. Tous des Canadiens français. C'est un véritable changement de la garde. Quelques jours avant cette annonce officielle, Alexandre Beauvais, qui fait partie du groupe, assiste en direct à la fin d'un empire. La passation des postes s'est faite en édifice en arrière de nous, là, qui était le siège social de la Shawinigan. C'était leur édifice. Ça s'est passé au dernier étage en haut. Chaque administrateur proposait sa démission. C'était accepté par le conseil et ce monsieur était remplacé tout de suite après par un représentant de l'Hydro. Il y avait une douzaine d'administrateurs et ça s'est répété 12 fois de suite. Et à un moment donné, à la table, M. Ferrer s'est levé à un moment donné, c'était le dernier à démissionner. Il est sorti de la salle, comme les autres avaient fait avant lui, et la tête penchée. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait des larmes qui coulaient à ce moment-là. Il avait un air très piteux. Évidemment, ça représentait la fin d'une carrière, une longue carrière dans le domaine de l'électricité. Pendant ce temps, à Shawinigan, Joseph McNally voit beaucoup de ses collègues quitter le navire. L'étatisation marque pour toute une élite d'anglophones la fin d'une époque dorée. J'ai constaté que plusieurs anglophones n'étaient pas du tout intégrés à la vie francophone. Même ici à Shawinigan, il y avait un ghetto anglophone qui était très prononcé, très serré, qui avait très peu de contacts en dehors des frontières, même les frontières physiques de ce petit ghetto. C'est un ghetto qui a été créé par eux, ce n'était pas du tout imposé par les francophones. La nationalisation réalisée, il s'agit maintenant d'intégrer 11 compagnies privées et une quarantaine de coopératives d'électricité pour ne former qu'un seul grand réseau. À l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi, dominée par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycles. Il y a encore du courant en 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui est bon à rien. L'industrie en veut pas, puis il n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas, depuis des années, changer ça. En 1963, démarre donc en Abitibi-Témiscamingue la grande opération de conversion. C'est à Rouyn, le chef-lieu de l'Abitibi, que l'Hydro-Québec a aménagé les bureaux de la conversion. Ces travaux, à cause de ces multiples subtilités, auront permis de mettre à contribution l'intelligence. Adrien Morin et Claude Allary ont participé activement à cette aventure. 40 ans après les événements, nous leur présentons ce vieux film d'époque qui relate l'opération de conversion du réseau du nord-ouest du Québec. Vu qu'il y avait seulement le territoire d'Abitibi puis une partie du Témiscamingue qui était à 25 cycles, à ce moment-là, quand on achetait de l'équipement des compagnies, je sais pas, Général Électrique ou quoi que ce soit, il coûtait beaucoup plus cher. On a remplacé un réseau de distribution absolument vieillot et inadéquat, désuet, par un réseau flambant neuf, à haute tension. Il a fallu d'abord faire les visites chez tous les abonnés de la région nord-ouest. Les abonnés domiciliaires n'ont rien payé. Ça a été la même chose pour les abonnés commerciaux. Ça a été gratuit. C'était un don d'Hydro-Québec, si je peux dire. Plus de 15 000 maisons seront visitées. 150 000 pièces d'équipement seront changées. Au point de vue carrière, vous savez, c'est pas un mystère que dans une foule de ces compagnies-là, il suffit d'être un jeune Québécois pour savoir que passé un certain barreau de l'échelle, on peut plus monter. À l'Hydro, c'est pas vrai. Quand l'Hydro sera toute la province, en dehors des emplois qui existent actuellement et dont pas un sera perdu nulle part,
Il y a des douzaines et des douzaines d'emplois dans chaque région, de techniciens, de professionnels, d'administrateurs qui vont être créés d'année en année et qui seront ouverts aux jeunes Québécois jusqu'au sommet. Je dois dire, les Québécois francophones, ça a été une éclosion, ça a été un départ. Parce que moi, je suis un de ceux qui a fait une carrière à Hydro-Québec, puis je suis certain que s'il n'y avait pas eu la nationalisation de l'électricité, bien, c'est bien certain que je n'aurais pas eu de carrière à Hydro-Québec. Dorénavant, au Québec, de Rouyn-Noranda à Blanc-Sablon, les tarifs d'électricité sont les mêmes pour tous. La nationalisation transforme la nouvelle Hydro-Québec qui passe de 9 à 50 centrales. Sur les chantiers de Manic, 5000 hommes se mettent à bâtir des cathédrales de tout nouveau genre. Bientôt, ce sera l'imposant projet de Churchill Falls, dans le Labrador. Du haut des airs, des monteurs de ligne construisent la plus puissante ligne de transport au monde, la ligne à 735 kV. Il y a 40 ans, tous ces travaux étaient inaugurés à une époque faste que l'on appellerait bientôt la Révolution tranquille.